Frites, 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 Quand j'étais petit, les gens ils se foutaient de ma gueule. Tu sais pourquoi? Parce que mon idole, c'est Tom Cruise. Mais Tom Cruise dans Cocktail. Je sais pas si tu connais l'acteur américain, là. Ah oui? Ouais, c'est vraiment l'homme que je serai jamais. Bah avec Magali, ça se passe comment? Bah, un mec. Ah, classique. Quel genre? Quel genre? Ouais. Tu vois Tom Cruise? Ouais. Vraiment plus beau. I need you to trust me. One last time. You know what freedom is? What? No fear. Just like Tom fucking Cruise. Your goddess has no dominion here. Remember this moment. This perfect night. You think I'm crazy? Yes, I am. Revolution is not for the same. Hey, relax, guy. I'm just your average Joe. Take a rest. Il n'y a jamais eu un film pareil. Félicitations, Jean-Luc. Le monde n'est pas prêt pour un tel... Attention, Bobo. Film dégueulasse. Alors, c'est un peu dégueulasse ou très dégueulasse? C'est le pire film de l'année. Ne sortira jamais. J'ai dormi tout du long. Heureusement que je suis plus le seul à propager ce genre de rumeurs. Et toute civilisation est mortelle? C'est pas Citizen Kane. Loin de là. Assurément, le pire film de l'année. Ils vont détester. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 18. Auditrices, auditeurs, mes chers cinéphiles, j'ai, en ce soir du 6 janvier, une pensée avant tout pour ceux qui assurent la continuité de la cinéphilie. Producteurs, exploitants, distributeurs, techniciens, intermittents, tous ceux qui sont ce soir comme toujours en première ligne face aux difficultés. Protéger, filmer, sortir, distribuer, apporter secours et fraternité, ainsi va la vie des grandes nations qui tiennent chaque jour par le dévouement de leurs cinéphiles. J'ai une pensée, en votre nom à tous, pour celles et ceux qui sont seuls au cinéma, malades des bons films, dans l'épreuve ou le dénuement. Je sais comme la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous, placés devant des souffrances filmiques et les malheurs du cinéma états-unien, et je veux vous dire notre soutien et notre affection. Grâce à l'engagement de tous, grâce à vous, nous tenons. Oui, notre émission tient. Fort de ces institutions, des emplois de ces chroniqueurs dans les services publics, fort de ces armées de cinéphages qui sont les plus efficaces d'Europe par l'engagement de ces soldats du celluloïd. Fort de notre économie, où jamais autant de membres de cette émission n'ont eu un emploi, fort de nos jeunes chercheurs prometteurs, de notre excellence académique, de nos initiatives diplomatiques aussi, en allant tendre la main à d'autres émissions. Mais, au-delà de tout cela, nul n'est aveugle sur les désordres du monde et nos propres failles. Le monde du cinéma est plus dur chaque jour. La guerre des majors et des conglomérats et l'instabilité des plateformes continuent d'être là, avec des conséquences sur nos abonnements et nos sites de piratage. Nous assistons au retour des empires médiatiques, des trusts, à la remise en cause de l'ordre international, un monde de guerre commerciale, de compétition technologique, souvent d'instabilité. Je vois aussi nos propres divisions, au sein même de cette émission, nos tops en témoignent. La baisse de notre cinéphagie, l'insécurité filmique, les difficultés du pouvoir de temps de visionnage. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays, et je partage plusieurs d'entre elles. Ces urgences exigent des réponses. Dès les premières semaines de l'année qui s'ouvrent, le Politburo et le Comité central auront à bâtir des accords pour doter l'émission d'un budget. C'est indispensable. Renforcer encore notre économie en simplifiant les règles pour nos pirates comme pour nos légalistes. Continuer à reprendre le contrôle de nos films français et européens face à la chronologie des médias illégalement explosés. Poursuivre la formation de nos intervenants cinéma et donner les moyens à écoles et apprentis au cinéma afin de mieux transmettre les savoirs fondamentaux. Reconnaître les compétences de nos critiques en ville comme en région, en simplifiant leur exercice et en leur permettant de davantage décider et d'organiser leur activité.
Pour tout cela, et j'aurais pu égrener ici tous les chantiers qui nous attendent, je sais les forces vives de En attendant Godard à la tâche et déterminées à être utiles à la cinéphilie, et je veux ce soir les en remercier sincèrement. Cela supposera aussi la mobilisation de chacun et les efforts de tous. Cette année doit donc être et sera une année utile. Je veillerai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons Nous verrons dès les premiers pas de notre service national pour l'engagement de nos jeunes qui renforcera le lien entre notre cinéma et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des films de Desplechin et des Marvel. Je serai, jusqu'à la dernière seconde, au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous ne m'avez pas confié, et je ferai tout pour que rien ne change en restant particulièrement à l'abri de toute ingérence étrangère. Au-delà des chantiers à mener, je veux avoir, pour notre émission, 3 vœux. D'abord, un vœu d'unité. Quels que soient les défis, notre histoire nous enseigne que nous pouvons tout relever, tout affronter si nous savons rester unis. N'oublions donc jamais que nos raisons de vivre ensemble sont chaque jour plus fortes que ce qui peut nous diviser, que le flot des urgences, des faits divers ou des mauvaises nouvelles. Notre unité exige de reconnaître que chaque cinéphile, chaque cinéphage a un rôle à jouer pour relever les défis qui sont devant nous, que chacun d'entre nous est nécessaire et doit être encouragé et reconnu. Oui, dans notre vie de chaque jour, au fond, je nous souhaite plus de bienveillance et plus d'humanité. Mon deuxième vœu est un vœu de force, d'indépendance. Notre indépendance exige que nous continuions d'investir dans nos apéros, dans nos forces d'ébriété, dans nos comptoirs de proximité et notre économie, malgré les difficultés financières. Depuis 10 ans, 15 ans, j'ai beaucoup plaidé et nous avons beaucoup fait pour renforcer en Rennais cette indépendance et il nous faut accélérer. Il en va de notre prospérité en France comme en Europe. Mon dernier vœu est un vœu d'espérance, espérance pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour Zach, pour Maria, pour Ellie, pour Simone, pour Katel, pour Vassili, pour Adam, pour Suzy, pour Seda, pour Louise, pour Ewan, pour Alix, pour Linon, pour Lucie et tous les autres. Ne renonçons pas au progrès filmologique, encore possible à condition de le bâtir, de travailler dur, d'investir dans la durée et de reconnaître que les avancées véritables ne se font pas en un jour, mais qu'elles prennent parfois le temps d'une génération. Ne renonçons pas à réconcilier cinéphilie, populaire, élitisme et mauvais goût. Ne renonçons jamais. Ne renonçons pas à la place de la salle du cinéma, du beau, de la culture. Ne renonçons pas chaque jour à être une émission plus solidaire, plus fraternelle. Oui, au fond, je nous souhaite de résister à l'ère du temps, tout simplement car nous sommes des Français la tête enfoncée dans nos culs de cinéphiles. Nous devons tenir bon sur ce que nous chérissons, le formalisme, la politique, la radicalité, les propositions de cinéma et les films de dispositifs. Nous y arriverons. Alors regardons devant et regardons loin, comme spectateurs et comme cinéphiles. Mes chers compatriotes de France hexagonale, de nos outre-mer et vivant à l'étranger, je vous souhaite une très belle, une très heureuse année 2026. Vive En attendant Godard, vive le cinéma! Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et vous l'aurez peut-être compris via cette petite improvisation au débeauté où j'étais un peu pétri par l'émotion. Nous ferons ce soir donc le top parade de l'année 2025, voilà, qui vient de s'écouler. Nous sommes le 6 janvier 2026 qui démarre déjà sur les chapeaux de roue avec son lot de nouvelles. Je ne dirais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais son lot de nouvelles. Et donc nous sommes là un peu pour faire un peu le top parade de l'année 2025 avec bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Qui en cette nouvelle année, Thibaut, a décidé de nouveau look pour une nouvelle vie, une magnifique veste sportive du Stade Rennais Football Club offert à la Noël. Oui. Ainsi qu'une sémillante moustache. Et mon cher, ça vous va excessivement bien. Eh ben, écoute. Avec nous de retour, il n'a pas de moustache, il ne vient pas vendre sa lessive, mais il est quand même parmi nous. C'est le docteur Jean-Baptiste Massuet. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et tous. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, même si, bon, en voyant ton top, j'ai immédiatement regretté, bien évidemment, de t'avoir invité. Évidemment. Et à la mise en son de cette émission, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment allez-vous docteur ? Ça va bien, j'ai fait mon petit pain de début d'année, donc ça y est, je suis content. Très bien, bravo. Un pain d'épices, bien évidemment. Bien évidemment. Pas trop de sucre, c'est après les fêtes, faut un peu relâcher. Donc voilà, top part de l'année 2025. Signalons que le Dr Erwan et moi-même sommes passés chez nos meilleurs ennemis du cinéma est mort la semaine passée pour enregistrer une émission Fleuve de 4h38 donc sur l'année 2025. Donc vous aurez la priorité à votre parole, JB et Thibaut, même si bien sûr nous
interviendront régulièrement pour dire à quel point vous avez mauvais goût. Oui, j'attends pas moins de toi. Hein. Bah, mais évidemment. Donc voilà, donc année 2025, in fully forme. Voilà, plutôt, mais avec pas de très très grands hauts, mais quand même des hauts, pas de très très gros bas non plus, mais quand même pas mal de bas. Hein. Enfin, en tout cas, beaucoup, je pense, de déception, en tout cas de cinéastes ou de comédiens que nous aimions et qui nous ont clairement abandonnés cette année, comme quoi, mais il va où le monde, comme disait Serge Papagali, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas ouf. Mais le pire, c'est qu'en voyant vos tops, je me suis dit que je suis passé à côté de tous les films intéressants de cette année et j'ai vu tous les mauvais. Donc en fait, j'ai plus de flops. Alors j'en ai fait 5, voilà. Pour me oui, mais c'est parce que t'as un vrai travail, toi, Jean-Baptiste, ça te prend du temps. Ouais. Mais non, mais je regrette quand même certains trucs que j'essaierai de rattraper quand même. Oui, il y a eu quand même de très très bonnes choses. Hein. On va pas le redire tous les ans, mais évidemment, le cinéma, on va dire, états-unien, hollywoodien en tout cas, de grosses productions, ça fait des années que ça nous a totalement lâché. Même celui qui était peut-être un de nos derniers espoirs, qui est Tom, hein, et depuis plusieurs films déjà, et notamment dans sa saga Mission Impossible, fait de plus en plus n'importe quoi dans un ego trip absolument merdique. Oui, c'était horrible, c'était absolument inintéressant. On pourra en reparler quand même parce que voilà, il faut quand même remettre les choses au clair. Là, ça va pas du tout. Tom, si tu nous écoutes, ça va pas. Je pense qu'on peut dire que le cinéma hollywoodien n'est plus notre allié. Clairement pas. Exactement, le cinéma hollywoodien n'est plus notre allié à cause de ces attaques malfaisantes sur les autres industries. Voilà, et ils ont un peu kidnappé certains de nos cinéastes pour en faire n'importe quoi. C'est vraiment déplorable. Toute allusion à l'actualité politique, Aaron, évidemment, est totalement fortuite. Pourquoi il s'est passé des trucs ces derniers jours? Oui, Bellatar est mort. Oh, bah, aucun rapport avec l'américain, mais a priori. Voilà, aujourd'hui. Et j'imagine que ça a dû prendre du temps, non? Oui, apparemment, il est mort d'une longue maladie. Ah bah, voilà. Fidèle à l'image. Une maladie aussi longue que ses films, quoi. En plan fixe. Oui, évidemment. Non, ça bouge, hein, c'est un peu opératique quand même. Il fait des travelling et tout. On est méchant, mais on aimait bien. Oui, on aimait bien. Bref, comme disait l'autre, bella ciao. Voilà, donc si évidemment le cinéma hollywoodien ne nous intéresse plus, en tout cas ne nous correspond plus depuis plusieurs années, il y a évidemment toujours des choses soit dans les marges du cinéma américain ou alors évidemment dans les autres cinémas mondiaux qui sont quand même globalement, je trouve, en plutôt bonne forme dans la diversité des propositions de cinéma que nous avons eues. Donc effectivement, et on va passer un petit peu tout ça en revue, mais on va commencer par un petit extrait d'Ego Trip. La lumière est belle là? Ouais. Ben voilà, j'ai mon fils et ma fille. On est dans une brasserie et il y a à côté Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Et Michael Douglas, il est là, il est à table, il a les cheveux tout longs, il est avec sa femme, Catherine Zeta-Jones, quand même le masque de Zorro et tout le bordel. Et il y a leurs 2 enfants qui ont tout, des tatouages, des bracelets comme s'ils revenaient de Bali, la coupe Pogba ici, les trucs. Et je dis, attends, Michael Douglas, il a aussi des enfants. C'est même pour moi, Michael Douglas. Mais en fait, ses enfants, ils lui parlent comme ils veulent. Et je commence à écouter à table. Et le fils fait, non, daddy, come on. Je dis, mais comment il parle à Michael Douglas, celui-là? Mais il est fou de parler comme ça à Michael Douglas. C'est son fils, en fait. Et à un moment, Michael Douglas, il fait ça. Il prend la carte et il fait, Siri, hello Siri, what's choucroute? Et moi, je suis à côté, comme un vrai petit fan, et je fais, excuse me, that's a choucroute. Et il fait ça, il fait, oh, thank you, mister, thank you. Darling, the choucroute is a... Je dis, mais il n'en a rien à... Il sait même pas qui je suis, Michael Douglas. Thank you, mister. Moi, je m'attendais à faire that's choucroute et que lui fasse oh, hey, hello, oh, nice to meet you. Catherine, it's Vincent Nadon. Catherine, my wife. Hey, boys, hey, look, he's a very famous. Mais couille, rien du tout. Voilà, c'est cool. Et là, j'ai envie de lui dire, dis-moi, viens voir. Les frères Cohen, ils me connaissent. Hein. Je t'explique. Quentin Tarantino avec qui t'as travaillé, il me connaît aussi. Non, mais juste pour que tu... Ok, Michael, t'as mangé ta choucroute maintenant. Mais bon.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de Vincent Lindon, Cœur sanglant, formidable documentaire de Thierry Desmézières et Alban Terlin qui a été diffusé sur Arte au printemps dernier. Documentaire fascinant qui donc suivent Vincent Lindon via des interviews au présent et des images d'archives Ego Trip que tourne Vincent Lindon, qui est un portrait absolument dingue. C'est une pépite d'extrait sur le cinéma, notamment à un moment donné où il dit que lui, ce qu'il a vraiment envie de faire, c'est les Equalizer comme Denzel. Il se dit putain, mais j'aurais tellement voulu qu'on m'appelle pour faire comme ça. Regarde, le mec il déboule, il tue 40 ruches et tout, c'est génial. Et moi je suis d'accord, hein, je veux voir Lindon jouer dans ce genre de conneries quoi. Engager Vincent Lindon pour faire des polars ultra faf. Appelez-le Lindon Calling. Ah, d'où Jésus. Eh ben, Jean-Baptiste, ça tombe bien puisque vous avez la parole. Vous avez vu des choses cette année, mon cher Jean-Baptiste, mine de rien, même s'il a hâté, oui, mais j'ai pas eu le temps. Vous savez, oui, moi, oui. je suis accablé de charges, pris à la gorge par les normes européennes. Néanmoins, Jean-Baptiste, donc tu as vu des choses que tu as aimées et aussi des choses que tu n'as pas aimées. Plusieurs films dont on va reparler après, je pense, mais qui sont dont on a longuement parlé dans cette émission, comme le Paul Thomas Anderson, le Richard Linklater, donc Nouvelle Vague, Richard qui d'ailleurs sort son prochain film dans 3 semaines. Blue Moon, donc ça promet. Dossier 137 dont on avait parlé ici, les films de Kurosawa, Évanoui, Eddington d'Ari Aster, mais aussi des choses à la fois que bon, je me demande toujours qu'est-ce que ça fout là, et d'autres me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Par exemple, Fantôme utile de Ratchapoum Boon Chachok. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film très étrange. Alors, je l'ai mis, je dirais pas que c'est un extraordinaire film, mais il y a plein de choses qui me restent en fait. C'est un film qui m'a quand même fait quelque chose à plusieurs moments. Il est un peu inégal, mais il y a quand même des propositions assez folles dedans. Donc d'où ça vient? C'est un film thaïlandais. T'es sûr? Évidemment, on reconnaît hein, les noms. Donc film thaïlandais qui nous raconte une histoire assez bizarre de possession d'appareils électroménagers par des fantômes, des esprits plutôt, notamment une femme hein, qui se retrouve dans un aspirateur. Et donc il y a une histoire d'amour en fait entre un aspirateur et un personnage qui va nous être raconté donc dans le film en fait. Juste sur le pitch dit comme ça pourrait être un nanar ou un foirage gigantesque. Alors j'avoue que cette partie qui est un peu humoristique, c'est la première partie du film hein, qui joue des codes comme ça, de trucs un peu ridicules, de ces appareils d'électroménager qui se mettent à discuter, à faire des trucs un peu bizarres. C'est pas ce qu'il y a de plus réussi, c'est rigolo mais un peu cheap par moment. Donc j'étais un tout petit peu déçu par ce début de film en me disant que finalement la hype qui l'entourait allait peut-être un petit peu se dégonfler. C'est quand même un film qui a eu le Grand Prix de... à Cannes, il a eu un prix, je ne sais plus, le prix de la... Prix mis en scène, c'est le Mendonça Films, donc c'est peut-être le Grand Prix. Je crois qu'il a eu le Grand Prix de la semaine de la critique. Ah, peut-être. Je crois que c'est ça. En section parallèle. Ouais. Et en fait, le film décolle dans la deuxième partie, puisque le côté un peu humoristique, un peu grand guignolesque, se mue en film politique. Et ça devient un film, en fait, qui aborde un événement politique majeur de la Thaïlande des années 2010, qui est la répression des chemises rouges, en 2010, donc. À un moment où, en fait, il y a une succession de coups d'État. Les Camisa Rosso. Une succession de coups d'État qui a complètement déstabilisé le pays. Et à un moment donné, il y a les chemises rouges qui se sont mis ensemble pour essayer de faire tomber le gouvernement. Et il y a eu une répression extrêmement sanglante. Et donc, le film, en fait, aborde cela en abordant l'idée que les fantômes, en fait, qu'on a tendance à oublier, sont aussi des fantômes du passé. En fait, les fantômes qui reviennent dans le film sont des personnes qui sont décédées à ce moment-là. Et à ce moment-là, le film prend une direction qui est complètement inattendue, puisque le personnage de cette femme incarnée dans l'aspirateur, elle, en fait, elle cherche à se rendre utile pour pas être oubliée, en fait. Et c'est pour ça qu'elle essaye de se faire voir auprès de son mari, etc., qui, lui, est une famille un peu bourgeoise, hein, si on veut. Et en fait, cette famille bourgeoise, au début, est contre cette relation entre cet aspirateur et cet homme, parce que notamment les fantômes sont justement souvent des ouvriers, des gens qui ont été oubliés, qui viennent hanter les usines, qui ont déstabilisé l'usine, etc. Et du coup, cette femme dit moi je veux me rendre utile, je vais vous débarrasser des fantômes. Et cette femme qui pourtant porte des idéaux va finalement aller complètement à l'encontre de ces idéaux. Elle devient un fantôme utile selon elle, mais qui est en fait une sorte d'idiot utile en quelque sorte d'un point de vue politique. Il y a toute une dimension d'écriture dans la deuxième partie qui est vraiment assez fascinante, avec parfois des idées de mise en scène très fortes. Il y a une séquence de disparition qui est une des plus belles que j'ai vues au cinéma depuis bien longtemps. Non, c'est vraiment un film que je conseillerais quand même, ne serait-ce que pour la curiosité. Tout n'est pas réussi, il y a quand même une séquence finale assez jubilatoire qui renvoie beaucoup à celle d'Évanouie d'ailleurs, un côté un peu burlesque violent. Le film de Zach Cregger, dont on va sans doute reparler un petit peu. Mais...
Voilà, moi je pense que c'est quand même une des pépites un petit peu un petit peu sous-estimée de cette année, qui a eu une petite hype et qui a tout de suite disparu, j'ai l'impression. Il mérite quand même qu'on y rejette un œil, à mon sens. Parce que dans mon cher, dans votre top, il y a quand même à la fois, on va dire, le mélange entre le fantastique et le politique qui se mêle pas mal dans vos films. Évanoui, on en avait parlé un petit peu au moment de la sortie. Le PTA, donc c'est évident. Chime de Kurosawa, le Eddington de Ari Aster. Mais quelque chose qui ne cesse jamais de me surprendre, pour aller tout à fait en dehors de ça, c'est le cinéma de Sophie Le Tourneur. Ah oui. Donc l'Aventura, qui est la suite de Voyage en Italie. De Voyage en Italie, pluriel, ouais. qui est le film dans lequel elle joue avec Philippe Catherine. Donc en gros, une famille qui part en vacances, qui sont toujours un peu sur la route et filmée comme le fait Sophie Le Tourneur depuis ses débuts, à part peut-être dans Énorme, mais de manière, on va dire, un peu brute, presque comme, documentaire, comme une fausse captation avec une image volontairement dégradée, et on suit en fait la pérégrination de cette famille avec, moi je dirais, un désintérêt poli, mais certains y voient des grandes comédies. C'est ton cas, Jean-Baptiste, et j'ai vu tous les films de Sophie Le Tourneur, je me les tape toujours et je ne comprends toujours pas l'intérêt. Alors, pour le coup, je pense pas, et je crois que c'est pour ça qu'il est aussi dans mon top, je suis pas sûr que l'Aventura soit une comédie. Autant ce Voyage en Italie, oui. Moi, je le trouve très drôle pour le coup. Je le trouve vraiment très très drôle, et il est drôle parce que justement, il nous montre principalement un couple. C'est vraiment ces deux personnages-là, Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine, qui nous montre en fait des petites choses du quotidien d'un couple qui part en vacances avec ses difficultés, ses moments. Un truc assez trivial, assez classique, on va dire, dans des ressorts de comédie ou de comédie romantique. Avec des choses assez subtiles, parfois des choses très très fines quand même, qui renvoient à des trucs de réalité de couple en fait, qui sont hyper bien sentis, je trouve, avec des trucs hyper bien écrits, et surtout avec des idées de mise en scène, moi, que je trouve merveilleusement drôles, quoi. Dans le Voyage en Italie, il y a cette séquence incroyable où ils passent dans des tunnels à répétition, ils sont en Sicile, ces tunnels à répétition où elle donne ses lunettes de soleil à Philippe Catherine, elle les reprend sans arrêt, il y a une musique ultra rythmée, et le montage n'est pas du tout en rythme avec la musique, et le moment où elle donne ses lunettes n'est pas du tout en rythme avec la musique. Il y a un truc de décalage absolu là-dedans que je trouve absolument hilarant. Enfin, moi, ça marche à fond sur moi. Un peu un genre de rire MK2, quoi. Quand même mieux que ça. Mais par contre, l'Aventura, pour moi, n'est pas du tout une comédie. Je pense même que c'est un film assez pas triste, mais un peu déprimant quand même. Parce que là, pour le coup, ils partent pas tous les deux, ils partent avec leurs enfants. Alors, je ne veux pas dire que c'est déprimant d'avoir des enfants. Néanmoins. Nonobstant. On ressent un truc dans ce film qui est une sorte de sentiment diffus de qu'est-ce que ça doit être de passer des vacances avec deux enfants assez jeunes. Quand on essaie de faire une sorte de road trip comme ça, de voir énormément de choses. Et donc, cette espèce de fatigue à la fois mentale et physique qui s'installe chez les personnages. Et elle arrive à capter quelque chose par sa façon de filmer, par sa façon de monter, qui m'a fait vraiment ressentir viscéralement ce que pouvaient ressentir les personnages. Et ce qui est très fort, c'est qu'elle a un dispositif dans ces deux films qui est assez bizarre, mais qui marche très bien, je trouve. C'est que les personnages, en fait, écrivent le film dans lequel ils tournent. C'est-à-dire qu'ils discutent en temps réel. Ah oui, non, c'est méta. Tu comprends pourquoi ça me plaît. Sûr, ça te plaît. Ils discutent en temps réel, effectivement, de leurs souvenirs, en disant, voilà, le film pourrait commencer comme ça. Ah mais non, il s'est passé quelque chose avant. Et donc, on n'arrête pas de naviguer entre des souvenirs, peut-être le film qu'ils sont en train de tourner, mais on ne le sait pas trop, et des moments où ils discutent du scénario. Et dans ce deuxième épisode, donc, il y a un petit truc en plus, c'est qu'il y a cette... Non, c'est sorti il y a 2 ans. Oui, il y a ce magnétophone qu'ils utilisent donc pour enregistrer les moments en fait des souvenirs en fait qu'ils ont. Et c'est des moments très très forts parce que ces moments où ils sont avec le magnétophone, c'est plusieurs moments où ils sont... le magnétophone n'est pas dans le cadre, il est posé sur une table et on les voit juste le regard perdu dans le vide. Et ils parlent, on ne sait pas s'ils se parlent à eux ou s'ils parlent au magnétophone. Donc ça fait des espèces de moments de latence comme ça qui sont extrêmement bien saisis. Enregistrer les souvenirs, il y a un peu ça dans Los Años Nuevos, dans les derniers épisodes, cette question de fait d'écrire au présent via le magnétophone ce qu'on pensait à un instant T, un genre de journal intime mais audio, quoi. Oui, mais après... Comme ça revient beaucoup dans les films en ce moment. Dans Los Años Nuevos, c'est ce souvenir d'une vie qui est partie à jamais. En fait, il me semble que c'est ça. Oui, alors que là, c'est là, pas vraiment ça. Ouais. Là, le film de Le Tourneur, je l'ai pas vu, mais en fait, dans Los Años Nuevos, il passe donc notamment dans la séquence du retour. La fin de l'épisode 9. La fin de l'épisode 9, donc du retour dans la bagnole où ils s'enregistrent. Là, ils se rendent vraiment compte que
leur vie en fait ne sera plus jamais comme avant. Et en fait, ils essayent dans un espèce d'élan mélancolique, et peut-être parce que la vieillesse guette et que le souvenir, en fait, la mémoire a du mal à travailler, ils essayent de capter quelque chose qui n'existe déjà plus. Et dans le tourneur, je ne sais pas. C'est l'inverse en fait, c'est assez intéressant parce que dans le tourneur, ce qui est super chouette, c'est que il s'enregistre en vue de créer un souvenir a posteriori en fait. Ah oui, donc, tandis que voilà. chez Sorogoyen, on est vraiment dans une optique du la trace. Pas passéiste, Ouais. mais oui, si passéiste. Ouais, non, il y a un truc sur la réflexion sur la mémoire des vacances en fait. Comment on vit des vacances? On les vit à la fois dans le présent, on les vit aussi dans la mémorisation immédiate de ce qu'on vient de vivre dans la journée ou la veille, et il y a la projection dans qu'est-ce qu'on va retenir de ces vacances dans quelques temps, mais en se projetant aujourd'hui dans ce quelques temps. Moi, je trouve ça très très beau, hein, vraiment. Ouais. C'est un grand sous-genre du cinéma, le film de vacances. Hein, ouais, oui, tout à fait. Et puis bon, il y a un scatophile qui est très drôle. Hein. Il y en a qui filment, il y en a d'autres qui prennent des photos, il y en a qui font des carnets de voyage, il y en a qui s'enregistrent. Il y en a qui font rien. Il y en a qui font rien. Il y en a qui font rien. Merci Jean-Baptiste. Et sinon, partir un petit peu sur les choses qui nous ont chagrinés. Alors, on peut parler de Life of Chuck de McFlanagan, que moi j'ai trouvé insupportable, hein, personnellement, en étant un mélange entre Amélie Poulain et du Paulo Coelho, quoi, avec un genre de discours t'exagères un peu quand même. C'était ultra gonflant. J'ai vraiment détesté. Mais quasiment. Au début, j'ai pas aimé. Après, c'était intolérable. Et à la fin, c'était insupportable. C'était encore pire que tout. Moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Donc, j'ai découvert ce truc-là. Je m'attendais à rien. J'ai quand même été déçu. Mais moi, en fait, je partais presque avec un a priori négatif. Sur le film. J'aime bien McFlanagan. Hein, moi, c'est ma manière de voir le monde. Ouais. Voyons le côté négatif. Oui, mais du coup, j'ai fait l'inverse de toi. Je suis parti en me disant qu'est-ce que c'est que ce film, c'est bizarre. Et en fait, plus c'est allé, plus j'ai accepté en fait ce qu'il proposait. Et pareil. Ouais, toi aussi. Hein, oui, le docteur est d'accord. Pareil aussi. Moi, j'attendais rien du tout, surtout que c'est une nouvelle de Stephen King que moi, je crois pas avoir lu. Moi non plus. Qui doit être assez récente, je pense. Et qui est assez courte. Hein, et donc, c'est vrai que du coup, j'attendais strictement rien et je savais pas du tout, je connaissais rien sur la structure non plus. Voilà. Et moi, j'ai été plutôt, sans trouver le film exceptionnel, moi, j'ai trouvé que une première partie extrêmement déprimante, moi, j'ai trouvé. Ouais. Oui. Et justement, partir de quelque chose de très déprimant pour aller vers quelque chose de moins déprimant. Voilà. C'est une sorte de fin du monde en fait, hein, qui est vraiment au cœur du sujet. Et ça commence par la fin du monde. Ouais, c'est ça. C'est la première partie du film, c'est un film en 3 actes. Hein, et la première partie, effectivement, raconte une fin du monde. Et on n'arrive pas trop à se situer, on ne comprend pas trop pourquoi, qui sont ces personnages, on ne comprend pas évidemment qui est Chuck, il y a un truc d'incompréhension globale. À la fin, on s'en fout aussi. Et à la fin, on ne comprend toujours pas d'ailleurs, mais c'est pas très grave en réalité. Il arrive, je trouve, à faire exister une séquence narrative ex nihilo. Donc il y a un truc d'un seul coup qui, moi, m'a attrapé dès les premières secondes du film. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'il essaie de faire. Je ne vois pas exactement ce que ça raconte, mais je suis pris par une construction narrative, une structure narrative et par des effets de mise en scène, moi, que j'ai trouvé assez sobre, finalement assez élégant. Il y a un truc qui est une forme d'élégance dans le film et qui s'est transcendé dans la deuxième partie, que moi je trouve la meilleure. Je sais pas de ton côté, Erwan, mais j'ai beaucoup aimé cette partie de danse en fait. Oh là, moi j'ai trouvé ça super. Intolérable. J'ai trouvé ça. C'est pas la séquence de danse que j'ai aimé. Mob. C'est pas la séquence de danse que j'ai aimé. 2025. C'est la façon dont il l'amène en fait. J'ai trouvé les premières minutes magnifiques. J'ai trouvé ça hyper tarte. Non, j'ai trouvé ça super. Je trouve qu'il y a un côté presque j'ai trouvé lynchien, ça kitsch, en fait. j'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé ça kitsch comme le kitsch dans une comédie musicale des années 50 justement, tu vois. C'est un peu kitsch et en même temps c'est un peu bien quand même. Enfin moi je sais que j'ai pas détesté du tout. Et ce côté sentiment et cette espèce de sentimentalisme un peu mais qui existe chez King, hein, qu'on retrouve aussi dans Stand By Me quelque part, qu'on retrouve dans d'autres films d'autres histoires de King en fait. Moi ça me dérange pas en fait. Et ce truc de saisir un moment de croisement entre personnages et une alchimie qui se crée comme ça, je trouve qu'il arrive à la saisir par sa mise en scène. Comme dans Aventura. Exactement. Mais oui, on retrouve un peu ça. Et puis tout ça, c'est une histoire qui est une histoire racontée en plus. C'est pas une histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est une histoire qui est racontée par quelqu'un. Par un narrateur, par un narrateur extérieur qui parle en plus de quelqu'un qui lui-même finit par se retrouver entouré par des gens qui racontent aussi des histoires, avec l'histoire du grenier, exactement. etc. Voilà, j'allais dire, j'aime beaucoup. C'est une espèce de truc un peu gigogne. Effectivement, moi je trouve un peu brinque-ballant. Ouais, sans doute, ouais. Un peu brinque-ballant, mais moi j'ai pas trouvé ça aussi déplaisant que toi. Thomas, moi je te rejoins assez là-dessus. Ça fait partie de ces films malades que j'aime bien en fait, parce qu'il me reste, parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas comme d'habitude, et rien que ça. Alors, film qui ne fonctionne pas, Jean-Baptiste, avant de laisser la parole aux autres, Avatar 3. Oh mon Dieu, oui, non mais là... Donc, parce qu'on en parlait un peu en off, et je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais pour moi, les Avatars ont toujours été des films plus intéressants pour les questions esthétiques, théoriques et industrielles que la trilogie, en fait,
amène, plus que pour les films eux-mêmes finalement. Et si le premier se tenait quand même plus ou moins, on va dire, en termes de récit, en tout cas, en termes de narration, c'est dans en termes de avec mise en les loups, scène. enfin, je veux dire, c'est Oui, c'est aussi exactement. parce que c'est vraiment du mythe charpenté. Voilà, c'est charpenté comme un mythe américain. À partir du deuxième, en fait, on en a parlé avec nos camarades du cinéma l'autre jour, il est parti en fait dans une logique, on va dire, plus commerciale avec l'air du temps, qui est une logique sérienne, une logique presque de Marvel du coup, ou de série télé, où un événement en amène un autre, mais sans avoir réellement d'énormes incidences dramatiques sur les choses. Et le troisième est en fait une répétition du 1 et du 2 avec les mêmes péripéties, les mêmes personnages, les mêmes climax et les mêmes rebondissements et la même non-fin que dans le deuxième, où finalement il y a une porte ouverte pour 42 suites possibles, qui ne raconteront rien non plus. Aucun conflit ne sont résolus. Il y a vaguement des évolutions de personnages, mais comme il a 47 personnages principaux, il arrive à en suivre aucun. Il en amène de nouveaux où il fait n'importe quoi, et que c'était retomber dans des clichés coloniaux ou post-coloniaux de tribus sauvages dont il ne fait rien. Les personnages qu'il avait avant, notamment Neytiri, est toujours aussi maltraité que dans le deuxième. Jake Sully est toujours aussi un sale con. Et plus le perso de Rasta Blanc, psy-trans Yann Kounen, là... C'est insupportable. Avec des partis pris esthétiques complètement foireux. Je veux dire, le moment, Sigourney Weaver qui va rencontrer du coup Ewa. Donc la divinité, où en gros il refait un plan de 2001, mais en nul, plus cheap, en très moche. C'est vraiment pas beau. J'étais gêné là pour le coup pour Cameron. Le problème en fait de Avatar 3, donc non seulement il est extrêmement mal écrit, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun enjeu, il y a vraiment d'énormes problèmes de narration là-dedans. La mise en scène, ça va, c'est lisible, c'est techniquement encore incroyable. C'est on peut pas, un peu artificiel. Exactement, c'est filmé. On peut se raccrocher à ça, dire voilà, il y a un sens du raccord, un sens de là. Bon, avec Cameron, c'est quand même bien le minimum syndical. Exactement, le fait que techniquement le film il est 20 ans d'avance sur tout le monde et qu'il sait toujours tenir une caméra. Voilà. Le problème principal pour moi, c'est que dans les deux premiers, il y avait ce truc de chacun de ces films était un état des lieux de la performance capture à un moment de son histoire. Le premier, c'était le cinéma virtuel. Oui, le cinéma virtuel. Mais le premier, c'était la question de la projection dans l'Avatar, évidemment, qui était au cœur de la technologie qu'on découvrait encore un petit peu à cette époque-là. Le deuxième, c'était toutes les questions de résurrection numérique, de rajeunissement numérique, toutes ces questions qui se posaient dans les années. Avec le personnage de Sigourney Weaver, le personnage de Stephen Lang qui ressuscite, évidemment, même s'il n'est pas mort dans la vie, son personnage ressuscite, donc il y avait un travail aussi là-dessus. Et là, le 3, c'est le néant. Il n'y a rien. Théoriquement, il n'y a rien du tout. Il y a aucun... Esthétiquement, c'est une pure répétition. Il n'y a même plus l'émerveillement qu'on pouvait avoir, tu vois, avec le peuple de l'eau dans le deuxième. Tu te dis, putain, il y a un truc en plus qui se passe en termes esthétiques, en termes théoriques. On pouvait tirer plein de fils, et Dieu sait qu'on s'est tiré la nouille dessus. Mais là, il y a... Ça s'appelle De feu et de cendre. Il n'y a pas de feu. Il y a du feu, mais non, il n'y a que de l'eau. C'est refait le même film. C'est le même climax avec le bateau. Même en plus, ces flammes sont un peu... Il y a des effets un peu ratés en plus là-dessus au début, j'ai trouvé. Oui, c'est pas... Alors, le problème principal étant aussi qu'il réutilise son principe du HFR, qui était la grande innovation, entre guillemets, du 2. Ça avait déjà été utilisé sur le Hobbit, évidemment. Ou sur Gemini Man, ou le film de Billy Lynn, voilà, c'est ça. Voilà, d'Angly. Mais là, pour le coup, le HFR, je le trouve extrêmement mal. Enfin, il l'utilise un peu de la même façon que dans le 2, mais sans la cohérence du 2, où c'était les scènes sous l'eau qui étaient à 48 images par seconde et les scènes à l'extérieur qui étaient en 24. Là, on passe de l'un à l'autre sans aucune raison, ce qui fait que ça crée des effets de saccade de l'image dès qu'on passe en 24 images par seconde, ce qui fait qu'on a l'impression que le film bug constamment. Donc il y a un truc extrêmement désagréable en plus au visionnage, quoi. C'est quand même fou, quoi, de pas avoir capté que ça posait un problème, quoi. Enfin, il y a peut-être des problèmes de cataracte. Peut-être que c'est moi le problème, je ne sais pas. Non, c'est d'autant plus triste qu'on peut pas lui reprocher de pas vouloir créer un univers, en fait, de finalement avoir une espèce d'héritage en disant bah voilà, ça y est, Lucas il a Star Wars, Peter Jackson il a le Seigneur des Anneaux, bah moi j'ai Avatar, j'ai créé un univers de fiction. Il avait déjà Terminator à partir de rien, sauf mais Terminator ça c'est affadi au fur et à mesure des suites et des répétitions. Bah Star Wars aussi. Mais le truc c'est que moi je reste persuadé. Alors moi j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3, donc je parle en méconnaissance de cause complètement, mais moi je sais que pour moi un des gros problèmes du 1, c'est que la virtualité tue complètement le côté matériel, charnel qu'il y avait chez Cameron avant. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi il y a un truc qui manque dans ces films-là, il n'y a pas assez de sang.
il faut du sang, il faut des tripes. Bah, c'est la guerre. Voilà. Non, mais il faut aussi, tu vois, et je pense que le tout virtuel, en fait, je pense que ça a des limites. Les limites, c'est toujours cette histoire de matérialité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certains effets qui gagneraient à être plus organiques. Je suis d'accord. Mais c'est un film de déconnexion, en fait, puisque c'est des. Oui, bien sûr. C'est un film d'Avatar, pour le coup. Vraiment, ça, c'est vraiment le concept même de l'Avatar est vraiment. Et justement. Mais c'est un film de son temps. Voilà, exactement. Moi, j'ai peur que ça soit des films qui vieillissent assez mal, en fait. En termes esthétiques ou en termes de propos? Je pense qu'en termes d'esthétique et en termes de propos, je pense les deux. Et je pense que c'est des films qui risquent plus de ressembler à la prélogie Star Wars qu'à la première trilogie Star Wars. C'est possible. Mais alors, la différence, c'est que la prélogie Star Wars, on peut la détester. Il y avait quand même malgré tout des enjeux. Parce que quand même, c'est le néant. Le 3, c'est le néant absolu. On en parle aussi la semaine dernière parce que je parlais de la série de ILM Light and Magic saison 2, qui, je le répète, est passionnante. Qui en fait, je pense qu'on pourra peut-être en faire une émission spéciale. Cool. Parce que donc, c'est la première saison se concentrait sur toute l'histoire d'ILM et la deuxième, c'est strictement sur la prélogie Star Wars et comment Lucas le dit lui-même. Il veut utiliser Star Wars pour expérimenter comme un dingue sur le numérique, sur le virtuel, et comment il veut, en fait, il le dit, changer toute l'industrie, passer de l'analogique et du celluloïd au tout numérique. Et peu importe ce que les gens lui disent, il va le faire parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. L'avenir, c'est ça. Et lui, comment est-ce qu'il met tout en œuvre et comment est-ce qu'il pave la voie à Zemeckis, à Fincher, à James Cameron, qui derrière ont un boulevard en fait pour expérimenter à toute berzingue. C'est hallucinant. Mais la saison 2 est limite plus intéressante, je trouve, que la première. On connaissait déjà pas mal de choses. Parce que c'est beaucoup moins documenté. Exactement. Ouais. Et ça montre à quel point Lucas est justement un personnage intéressant et que tout ce qu'il a fait sur la prélogie Star Wars, même si c'est souvent craqué en termes esthétiques et surtout narratifs, pour le coup, c'est des films qui sont théoriquement et industriellement absolument passionnants. Oui, clairement. On va faire une toute petite pause avant de revenir et on va se diriger en Guinée-Bissau pour parler un peu de cul et de politique. So, can you at least excite yourself pour qu'on puisse en finir? Bon, ton pote a payé, mais il a pas payé pour toute la nuit. Hein. You think I care about that? What do you care about? Working condition of sex workers? The well-being of women in this country? Human trafficking, maybe? Minimum wage? You care about that? Clean water for everyone? Is that what you care about? I wish I could be like you. You have no idea what it is to be me. I have no idea what it is to be me. I don't pretend to care. That's the difference, maybe. That's the difference. It's the difference. I care. Yeah, I care. Yeah, you care about yourself. Your own comfort. You care going to a brothel and then be moralistic about it. This you care about, yes. Alors, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'ils aiment bien. I don't understand what you're saying. What disgusts me the most are good men. Like you. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était un extrait du formidable Le Rire et le Couteau de Pedro Pigno, sorti cet été dans les salles françaises et qui ressortira en version longue au mois de février. Donc là, la version salle faisait 3h30 et là, c'est la version intégrale de 5h qui va sortir. Yeah! On a très hâte de voir ça. Le film apparaît dans plusieurs tops, notamment le mien et celui donc, de notre grand timonier éternel. Les deux Erwan d'ailleurs les ont mis dans leur top. En gros, tous ceux qui l'ont vu l'ont mis dans leur top. Donc, mon cher Thibaut, donc tu as quand même aimé plusieurs choses cette année. On reconnaît bien dans ton top cette veine sensible et politique qui parsème ta personne. Donc notamment le film de Jean-Baptiste Alazard aussi qui revient plusieurs fois, Festa Major. Pareil, tous ceux qui l'ont vu l'ont mis dans leur top parce que c'est un film absolument formidable. Le Seigne Los Nuevos évidemment, Le Mendoza Filo dont on reparlera in extenso la semaine prochaine. Et tu l'avais pas vu quand on a fait l'émission, mais donc le dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, qui est sorti à l'automne dernier aussi, film qui nous a beaucoup intéressé, qui nous a beaucoup marqué, où tout le monde était pas emmerdé, mais en tout cas tout le monde trouvait ça quand même formidable, mais avec plein de choses à en redire. Mais c'est quand même un film qui est absolument passionnant pour aussi
pas forcément en tant que grand film politique, mais on en parlait un peu en off. Beaucoup de films en fait de cette année ne sont pas forcément... Enfin, il y a des bons films, mais c'est pas forcément des grands films. Mais ce sont tous des films qui en tout cas sont bien ancrés dans leur époque, bien dans le zeitgeist. Ils essayent de capter le zeitgeist de l'époque. L'époque est-elle encore capable de produire de grandes œuvres de cinéma ? Eh ben, je sais pas, parce que c'est vrai que comme tu le disais au début de l'émission, il n'y a pas eu... Je n'ai pas reçu, en termes de film, je n'ai pas reçu un immense choc esthétique, un immense choc émotionnel, un immense choc politique. Il n'y a qu'un objet audiovisuel qui m'a vraiment marqué, c'est Los Años Nuevos de Rodrigo, co-créé par Rodrigo Sorogoyen. Mais là, c'est une série, donc c'est peut-être quelque chose de différent. En tout cas, en termes de cinéma, il y avait peut-être un film qu'on pouvait attendre, parce que c'est peut-être l'un des cinéastes américains contemporains les plus importants, c'est le Paul Thomas Anderson. Alors, le cinéma américain, clairement, Hollywood, on n'en a plus rien à foutre, même en termes d'action, ça se fait défoncer par le cinéma indien. Le Tom Cruise, Brad Pitt, même si le F1 reste quand même une espèce de... J'aime bien ce film, mais je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, Hollywood n'est plus capable de produire un chef-d'œuvre, du moins à mon sens, du moins en 2025, n'a pas été capable de produire un chef-d'œuvre. Les grandes figures... Alors certes, Hollywood a été handicapé par la grève des scénaristes et des acteurs de 2024. Les grandes figures tutélaires... Le Nosferatu de Robert Eggers, quand même. Je l'ai toujours pas vu. Non, mais c'est de la... il était sorti en décembre. Non, c'est pas ouf. T'allais dire c'est de la merde. C'est pas ouf. Et je soutiens cette motion. C'est moins de la merde que The Northman, mais c'est pas ouf non plus. Les grandes figures tutélaires, en fait, non. Il y a nous ont déçus. James Cameron, même le monde de Tom Cruise, Catherine Bigelow, Shane Black, même tu vois, les bons faiseurs comme Edgar Wright par exemple a pondu une bouse innommable. Et donc il nous restait qui ? Il nous restait le cinéma indépendant, parce que Évanoui reste quand même dans pas mal de tops ici. Il reste des images quelques images marquantes dans le cinéma américain, mais franchement pas beaucoup. Et il y a le Paul Thomas Anderson. Il est dans le top de tout le monde, il est numéro 1 dans le top des cahiers du cinéma également. Donc je me suis dit, bon allez, je vais... Et il y a The Brutalist que j'ai pas vu, qui est dans quelques tops. Autre film marketé, gros film quand même. Mais il y a le Pitié, c'est quand même... Il y a Leonardo et Benicio, c'est un énorme budget, c'est une adaptation de Thomas Pynchon. Tu te dis, bon allez, on est parti. Et c'est un film qui m'a mis très mal à l'aise. Alors, je ne sais pas pourquoi. Techniquement, Paul Thomas Anderson, on le sait, il est d'une compétence rare dans le cinéma américain, surtout que je trouve que son association avec Johnny Greenwood fonctionne à merveille. À la musique. Ouais, à la musique. Je trouve que ça fonctionne à merveille. Leonardo DiCaprio est un immense comédien. Là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Benicio del Toro, c'est notre copain à tous, à toutes et à tous. On a envie d'aller boire les verres avec lui. Et clairement. Cette bataille après l'autre, en fait, je ne savais pas comment le... Alors, il est dans mon top, parce qu'il y a des images qui restent, parce qu'il y a toute la question de ce père qui va chercher sa fille. Je trouve ça assez bouleversant. Et l'émotion chez Paul Thomas Anderson est quelque chose il faut creuser pour aller la chercher. En fait, finalement, depuis peut-être Magnolia, il n'avait pas fait un film avec un tel degré d'émotion. Mais il y a tout, en fait... À l'époque où Tom faisait des films. Ça, c'est oui. Mais ça, c'est de la deuxième partie. Mais en fait, les 2 premiers tiers du film, je ne savais pas où me foutre. J'ai été extrêmement mal à l'aise parce que j'avais l'impression... Après, ça corrobore un petit peu mon top de l'année. J'avais l'impression d'être devant un documentaire de l'Amérique de Trump. Et dans mon top, vous le verrez, il y a énormément de documentaires. Le film a été écrit et même produit et conceptualisé avant bien entendu. Avant Trump 2. Le roman de Pynchon n'est pas du tout... Non, bien entendu, contemporain. Oui, bien entendu. Dans les années 90. Mais là, dans mon top, il y a énormément de documentaires parce que je trouve que le cinéma documentaire a pondu quand même 2-3 trucs extrêmement sympathiques, que ce soit en France, en France, dans les couloirs du pouvoir parisien, dans le sud-ouest de la France, en Palestine, aux États-Unis, mais un petit peu en Afrique aussi.
Voilà, le cinéma documentaire. C'est vrai que de toute façon, ici, a su voyager. C'est rigolo qu'on trouve que, quand même, depuis plusieurs années, en termes discursifs et formels, les cinémas documentaires sont quand même largement au-dessus. Le cinéma documentaire nous a fait voyager, vraiment, c'est vraiment la très belle fenêtre sur le monde, nous a fait réfléchir, nous a aussi énervé parce que il y a beaucoup de choses qui est racontées qui étaient clairement détestables, dans le sens où tu regardes un truc et tu dis c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et ce Pitié, j'ai l'impression d'être un petit peu dans cette question documentaire parce que je me dis c'est pas possible, alors que l'Amérique de Trump est bien entendu ultra documentée, hein. En fait, même pas tant, moins peut-être en tant que film que en tant que images qui sont proposées par les réseaux sociaux, par ce qu'on voit un peu de ci, de là, les chaînes d'information en continu, le riot porn qu'on peut voir, même si on s'est un petit peu calmé là-dessus. Mais voilà, il y a un flux d'images sur cette Amérique-là. Et Paul Thomas Anderson, en fait, a esthétisé un petit peu ça pour nous la retransmettre dans une grosse production hollywoodienne, parce qu'il me semble que ça reste quand même, pour Paul Thomas Anderson, un énorme budget, pas en termes c'est son plus gros budget. Hein, voilà, pas en termes de super production hollywoodienne, mais c'est quand même une grosse production, une grosse machinerie hollywoodienne. Comme plusieurs centaines de millions de patates. Donc là, je me suis dit, je me suis senti un petit peu... pas bête, mais je me suis senti ultra décontenancé, et c'est peut-être pour ça que le film est dans mon top. Je me suis senti, en fait, voilà. C'est marrant parce que moi, je me suis senti démuni devant ce film. Moi, j'ai bien rigolé, quoi, en fait. Mais moi aussi. Pour moi, c'est une vraie comédie. En fait, et je trouvais, autant je trouvais que Eddington, à vouloir être trop sérieux, finalement finissait par manquer sa cible. Le film d'Ari Aster. Moi, je trouvais que justement, il y avait une tentative de drôlerie, puis au bout d'un moment, ça devient cynique. Enfin, tu veux dire que c'est Ari Aster? Autant, c'est marrant parce que tu vois, ce côté déstabilisant, moi, c'est vraiment plutôt Eddington qui m'a fait ça. Mais même je savais pas trop. Je me suis dit, mais c'est quoi qu'il pense exactement, Ari Aster, du monde dans lequel il vit? Qu'est-ce qu'il essaye de me raconter? Mais même l'humour chez le Pitié, alors que chez le Pitié, même l'humour, en fait, ça m'a finalement. mis mal à l'aise. Alors je voyais très bien, les ressorts comiques fonctionnent à mort. Il y a une vraie alchimie entre les acteurs. Bon, direction d'acteurs et d'actrices, de toute façon, c'est incroyable. Je vois le truc, je le sens sincère, surtout qu'il connaît l'exercice de l'humour, hein, Paul Thomas Anderson, parce que avec Punch Drunk Love, ça marchait. Inherent Vice, ça marche. Inherent Vice, faudrait que je le revoie, mais il connaît l'exercice. Et là, je me suis dit, putain, tu connais l'exercice, formellement, t'es au top, direction d'acteur, et pourtant, en fait, il se balade sur une ligne, voilà, qu'il maîtrise absolument. Et moi, j'étais en train de me balancer entre les deux murs, comme si c'était complètement bourré et que tu tapais les murs d'une ruelle. C'est la ligne de la poursuite finale qui fait des hauts, des bas. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Malaise, mais en fait, c'est un malaise. En fait, j'ai ressenti un malaise. Et vu que dans cette année-là, on n'a pas eu de chef-d'œuvre, on se raccroche à des choses, des images qui sont puissantes. Fontaine's DC, par exemple, dans Bird, Festa Major, par exemple, cet accent qui chante encore dans les oreilles, Évanoui, l'ouverture d'Évanouie, bien entendu. Et ici, il y a ça aussi, il y a ce souvenir d'un film qui, je ne sais pas, est un chef-d'œuvre. Je ne sais même pas si c'est le meilleur film de Paul Thomas Anderson. C'est encore la question de la trace, quoi. Je ne sais même pas si c'est le meilleur film de Paul Thomas Anderson, mais en tout cas, ça reste. Pour le coup, moi je pense que c'est son meilleur film parce que je pense que c'est un cinéaste de la maîtrise, hein, mais moi j'ai jamais aimé ce cinéaste-là, justement parce qu'il maîtrisait trop. Je pense que là, le fait qu'il lâche un peu quelque chose. Mais dans les Crazy Pizza, déjà, il commençait un peu à lâcher la bride, je trouvais. Alors je l'ai vu a posteriori et effectivement, j'ai trouvé ça plutôt vraiment intéressant, les Crazy Pizza. Mais pour le coup. Ah non, c'est nul ça par contre, les Crazy Pizza. Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant pour le coup. Bref, passons. En fait, pour moi, il n'y a pas qu'une seule ligne dans ce film, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi particulier. Pour moi, il y a deux lignes. Il y a la première, c'est la première partie, tu l'as dit, elle est très déstabilisante parce qu'on s'attend pas à ça en fait. Il y a une structure de récit qui joue tellement sur des ellipses qu'on n'arrive pas vraiment à saisir où est-ce qu'il nous emmène parce que justement il n'y a pas vraiment de ligne droite. Enfin, il y a une ligne droite mais qui est tellement découpée. La première demi-heure, c'est la fin d'un film de 90 minutes en fait. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire toute l'histoire de comment les personnages se rencontrent et tout, normalement ça devrait être le cœur du film et là en fait tout se passe en deux. Et il y a plein de déviations dans tous les sens, donc on n'arrive pas du tout à savoir où il nous emmène. Par contre, on a le sous-texte, on a une ligne directrice politique qui est derrière, assez évidente. On dit, ok, c'est ces personnages qui l'accompagnent, c'est ça son point de vue qu'il va défendre au sein de son film. La deuxième partie, et c'est ça qui est génial, est un pur ride de cinéma.
c'est une vraie ligne, une ligne droite. Là, il n'y a plus de déviation, c'est juste DiCaprio qui part à la recherche de sa fille. Et du coup, ça devient un vrai film alors, le début plus documentaire, pour le coup, comme s'il y avait des choses qui se produisaient en temps réel et qu'il les captait un peu comme ça, de manière sporadique. Et d'un seul coup, il te construit son film et toute cette deuxième partie prend sens à l'aune de la première. Et c'est là que je trouve le film brillantissime, en fait. C'est qu'il a compris quelque chose, c'est qu'il n'était pas obligé de captiver son spectateur tout de suite avec une ligne directrice claire, etc. Il le captive politiquement au début, pour ensuite le prendre d'un point de vue narratif et formel, pour aboutir au un des plus beaux climax que j'ai vu depuis Belle Lurette, quand même, cette poursuite en voiture. Je pense une des meilleures jamais filmées depuis très longtemps. En fait, le tunnel, enfin, c'est marrant que tu dis ça parce que la scène du tunnel, pour moi, c'est presque un trou de verre, en fait. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que Leonardo DiCaprio ressort dans un monde alternatif. Oui. Qui est légèrement différent, mais suffisamment différent pour que ça soit un peu dérangeant, justement. Et c'est vrai que le premier film, qui est plutôt un film, la première partie qui est plutôt assez pessimiste sur la trahison, sur la faillite des idéaux politiques, sur la nécessité ou pas de la violence dans l'action politique de gauche, etc. Donc, quand même assez déprimante, quoi. Je veux dire, voilà, parce que c'est la violence totalitaire qui gagne dans la première partie. Et toute la deuxième partie, ça devient une espèce de truc presque frère Cohen. Mais parce que le personnage a un regard déformé sur ce qui se passe, parce qu'il est en plus drogué. Donc la schnouf. Voilà, il lui-même ne perçoit pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il perçoit le monde presque comme une dystopie, en fait. Et il y a un truc vraiment terrifiant dans cette deuxième partie. Le monde est une dystopie. Oui, mais pour le coup, c'est le principe de la fiction spéculative, un peu de... Bah, bref, moi je trouve vraiment que pour le coup, je trouve que c'est un grand film. Et pour rebondir sur ce que disait Erwan tout à l'heure sur Eddington, j'ai beaucoup aimé Eddington quand je l'ai vu cet été. Je l'ai trouvé vraiment intelligent parce que justement. Jusqu'à ce que Pedro Pascal disparaisse, après, je trouve que ça patine en fait. Bah ouais, moi j'aime bien. En fait, parce que je trouve que. T'aimes bien parce que ça patine ? Ouais, j'adore ça, j'adore les films qui fonctionnent pas bien. Avec une scène finale qui est une espèce d'écho justement du PTA, c'est-à-dire que là c'est à pied, mais il y a aussi toute une espèce de truc de course. Tout à fait. Quasiment filmé en direct en fait, d'un personnage qui veut échapper à un autre personnage, quoi. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le Eddington, pour le coup, le PTA me l'a fait descendre dans mon top, parce qu'au début, Eddington, je me dis, mais ça va être mon top 1, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et d'un seul coup, je vois le PTA, je me dis, ah ben voilà de la finesse en fait. Bah oui, du coup, le Eddington est vraiment tombé. Eddington est un peu patapouf. Mais aussi parce que, contrairement à PTA, Ari Aster choisit de ne pas avoir de point de vue. Alors c'est un choix. Et ça, moi, c'est un choix. Ouais, mais moi je me suis. Non, c'est un choix de lâche. Bah, je sais pas. Moi je me suis dit à certains moments, c'est un film de vieux con, c'est un film de jeune con, j'arrivais plus à savoir. On n'arrive pas à savoir, mais parce que quel type de con c'était, quoi. Il montre ce que sont des États désunis en fait. Il montre exactement, et ça c'est une radioscopie des États-Unis contemporains. Tout le monde croit être dans sa vérité. Donc s'il se dit je prends un point de vue, je déroge à cette réalité-là. Ouais, mais c'est un peu centriste, quoi. Bah non, parce que même les centristes, il leur fait, il interroge leur point de vue. Donc, je trouve que c'est un film qui est à point de vue. Les centristes n'ont pas de point de vue, c'est le principe. C'est ça qui est intéressant dans le film. Par contre, effectivement, la hargne politique du PTA fait que, bah oui, en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. Clairement, j'ai plus envie de voir ça. Pour moi, c'est une version. C'est vrai que les deux films sont super intéressants à mettre en relation parce qu'ils conversent vraiment l'un avec l'autre. Tout à fait. Sur comment faire de la fiction sur l'Amérique, non pas de la fiction en Amérique, mais de la fiction sur comment faire de la fiction sur un pays qui n'a plus de sens, qui n'a plus de sens civique ni de sens politique et où tout est absurde en fait. Où c'est vraiment un monde. C'est une espèce de monde Monty Python en fait, quoi. Et ça revient de toute façon, Erwan, régulièrement dans les films de cette année, c'est cette question de faire des fictions ou de questionner un monde qui apparemment n'a plus de sens logique, ou de cas soit par le passé, par la monstruosité de ces personnages, comme par exemple dans le Serebrennikov, la disparition de Joseph Mengele. Il y a ça aussi dans le Kugler, un peu en filigrane dans Sinners, et ça revient en fait assez régulièrement dans les films de différentes cinématographies. Ça revient beaucoup dans les films de l'Inde aussi, justement, de questionner la violence étatique ou la violence des différents pouvoirs au fil du temps. Et est-ce que finalement toute cette violence-là a une logique, en tout cas, qui serait effective à long terme ou non? Et ça revient régulièrement dans le cinéma documentaire, dans Soundtrack pour un coup d'état par exemple de Grimond Prez, il y avait ça. C'est vraiment une des thématiques un peu sous-jacentes, en tout cas dans les différents cinémas qu'on a pu voir cette année. Et puis avec l'idée qu'il y a quand même qu'il y a déjà un refoulé qui est en train de se mettre en place, et que ce refoulé il fera retour à un moment donné, et que ça sera probablement extrêmement violent, quoi, parce que la Trump est en train d'installer une espèce d'inconscient collectif aux États-Unis qui est complètement hallucinant, qui visiblement est souhaité quand même par pas mal de gens dans d'autres pays, notamment en France. Et je me dis, mais attends, mais c'est quoi
quoi ce... Enfin, moi je sais que c'est une réflexion que je me fais beaucoup. Je me dis, mais je suis en train de vieillir dans un monde et je suis en train de plus rien comprendre à ce qui se passe parce que je vois bien qu'on n'est pas dans le même camp, quoi. On est définitivement... Et j'ai pas envie spécialement, moi, d'être en guerre avec les autres, hein, mais c'est juste que là, c'est pas moi qui suis en guerre avec les autres, c'est les autres qui ont envie d'être en guerre avec moi, quoi. Je dis, contre moi. Grâce à la guerre, t'auras les cheveux courts. Ben non, mais voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça, cette espèce d'agressivité arbitraire, totalitaire, étatique, qui est un peu flippante en fait, quoi. Je veux dire, et qu'il faut bien conjurer par justement de la comédie, de la satire, et c'est ce que finalement essaye de faire Eddington ou le PTA en fait. Hein. Il y a vraiment ou même Évanoui quelque part qui, j'allais dire que au bout d'un moment, change de rythme et fasse du film d'horreur à la comédie de manière assez, moi je trouve assez subtile. Moi j'ai beaucoup aimé ce film là aussi pour sa construction dramatique finalement, quoi. Thibaut, moi juste bientôt pour terminer, si je devais rapprocher le Pitié, moi je le rapprocherais de l'agent secret. Alors on en reparlera qui est le la film semaine qui revient prochaine partout aussi, de Kléber, qui est mon numéro 1. Voilà, donc numéro 1. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est mon numéro 1. Ça sera comme ça chaque année. Parce que je trouve qu'en termes d'ambition, en termes de sous-texte politique, je trouve qu'il y a quand même, et en termes formels, en termes de mélange politique, émotion, enfin politique intime, on va dire ça comme ça, je trouve que les deux films et les deux cinéastes, je trouve qu'il y a un dialogue qui se fait. Ce sont presque deux films jumeaux, alors il y en a un qui se passe actuellement aux États-Unis, puis l'autre c'est pendant la dictature au Brésil, fin des années 70. Leonardo DiCaprio est beaucoup plus voyant que Wagner Moura, qui est plus caché. Mais c'est sur le chaos en fait. C'est des films sur le chaos. Deux films, je trouve, qui ne racontent pas la même chose, mais qui sont tellement jumeaux. On aura l'occasion de qui raconte on aura l'occasion la même chose justement sur des personnages qui sont en incompréhension face aux événements de leur société. Mais tu vois, l'agent secret, c'est pareil. J'ai pas été décontenancé devant le film, mais je me suis dit... C'est plus doux. Enfin, on en reparlera. Ouais, mais c'est quand même un... En fait, à chaque plan, à chaque raccord, à chaque travelling, je me disais, putain, mais quelle ambition. Et finalement, dans le Pitié, tu te dis, à chaque fois, à chaque acte de cinéma de Paul Thomas Anderson, tu te dis, putain, quelle ambition. Et c'est peut-être ça qui nous fait bien... Où trouve-t-il cette énergie? Où trouve-t-il toute cette énergie? Mais non, mais c'est peut-être ça. En fait, heureusement que l'agent secret est sorti à la fin de l'année, parce qu'en fait, ça nous fait revoir d'autres films à l'aune de l'agent secret. Alors qu'il devait sortir la semaine prochaine à la base. Ouais. Et du coup, tu te dis, il reste quand même des cinéastes qui sont ambitieux et qui ne vendent pas en fait... qui ne bradent pas leur talent. Qui ne bradent pas leur talent. Coucou Catherine. Est-ce qu'on serait pas en train de revenir, comme dans les années 70, à un cinéma de la confusion? Tu vois, comme les films de Pakula, comme justement les Lumettes, les... Ouais, voilà. Ouais, mais là il y avait quasi une période assez similaire de confusion politique généralisée qui fait, et de menaces, notamment sur les démocraties, qui font mais comme de toute façon l'état du monde n'est pas le même non plus, le cinéma des prochaines années ne ressemblera pas à ça. Ça prendra évidemment des thématiques contemporaines et même formelles ou bien esthétiques, déjà parce qu'il y aura la question du numérique présente. Polak, Pakula, tout ça. Du doute en fait finalement. Mais Polak, Pakula, Lumet, c'était des gros films avec des immenses stars. Ouais, mais le cinéma italien. Ici en fait on parle quand même juste de Paul Thomas Anderson, potentiellement Ari Aster, Zach Cregger, allez, un petit peu, mais dans les années 70, enfin c'est J.B. Torrey qui le dit, il y avait quasi une école, c'est le cinéma américain des années 70. Là, on compte les cinéastes sur le doigt d'une main. Il y a Adam McKay aussi, Hollywood qui essaie d'aller dans ce sens-là, quoi. Même si son dernier était quand même particulièrement foiré. Don't Look Up, il a pas tourné depuis. Il a pas tourné depuis. Mais il y a quand même un truc dans Don't Look Up. Il y a Adam McKay, voilà, ça fait tellement longtemps. Don't Look Up, c'est quand? C'est pas non plus un cinéaste tout jeune ou récent, Adam McKay. Ça fait quand même un vieux routier maintenant. Don't Look Up, je trouve que ça marche mieux maintenant que quand c'est sorti. Peut-être. C'est-à-dire que quand c'est sorti, il y avait c'était trop en prise avec ce qu'on était en train de vivre pour que ça fonctionne vraiment. Et là, le truc, c'est qu'on voit maintenant à quel point finalement il y a des pas tout est pas réussi, mais il y a des trucs dans le film sur le rapport aux médias, sur l'espèce de faux, le fait que les gens essayent de se rendre intéressants par médias interposés, etc. Déjà le cas au moment de la sortie, hein. Il est sorti sous Trump 1, je crois, donc c'était un peu déjà les mêmes thématique, on va dire. Mais disons que c'est presque plus un film de science-fiction. En fait, c'est presque devenu une espèce de. C'était déjà le cas. Ouais, déjà à l'époque. Moi, j'avais trouvé un truc à côté un peu exagéré, moi, en fait. C'est parce que c'est pas assez connecté. Mais c'est sans doute ça. Moi, je l'ai trouvé en plus. Pour le coup, c'est un film que j'avais trouvé pato.
Mais par contre, qui est patapouf aussi. Ouais. Qui est patapouf. Oui, le Ellington est supérieur, largement. Ah oui, Ellington est meilleur. Ouais. Pauvre là, pardon. Ça vient du fond du cœur. Voilà, c'est l'heure de la récré. D'autres choses à ajouter sur cette année? Merci, messieurs. Pardon, j'ai bu trop d'eau. Si, une bonne santé du cinéma de genre. Oui, c'est Mine vrai. de rien, parce qu'on a eu le Kurosawa. Heureusement qu'il y avait le Kurosawa, parce que par ailleurs, quand même. Évanoui, Bringer Back était pas si mal. Ah, c'était horrible. Je l'ai pas mis dans mon flop, mais j'aurais pu. Vous savez, quel moi, enfer. tous les films d'horreur, je peux pas vraiment en parler parce que je les regarde pas. September and July, le premier film pas de mal. Ariane Labette, qui est excellent, effectivement, qui est un très beau film et on a très hâte de voir la suite. Le Good Boy, c'était pas bien. C'est quoi, ça? C'est un film de maison hantée filmé du point de vue d'un chien. Ah oui. En présence. Oui, mais bon, en présence, c'était pas mal. Encore c'est avec pas très bien écrit, quoi. exercice de style. Mais quoi. gros problème d'écriture de David Koepp, quoi. Enfin, David Koepp, il est un peu en roue libre, automatique. non, Pas Hypnose, de toute façon, David Koepp pour moi. C'était bien Hypnose. J'adore Mais Hypnose. c'était il y a 30 ans. Je suis un grand fan d'Hypnose. Hypnose, c'est chouette. C'est quoi, ça, Alors que Fenêtre secrète avec Johnny Depp. Moi j'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est un peu moins bien quand même. Tendresse. Ouais, j'ai une tendresse pour ce film. Tendresse, n'importe quoi. Coup de cœur. Mais bon, bref, en tout cas, la liste, les 7 listes qu'on a reçues des membres réguliers et intérimaires de cette émission seront disponibles sur la page du podcast donc de Syllab. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci, docteur, à la mise en son de cette émission. Bonne année 2026 à toutes et tous, qui démarre déjà sur les chapeaux de roue. Ça promet. De toute façon, on refera, si on est encore là, si on est encore dans ce monde, je veux dire, bien évidemment, on fera le bilan l'année prochaine aussi. Et c'est reparti, en avant Guingamp. Prochaine émission, prochaine édition, on parlera notamment de western et de polar. Prochaine émission. À ciao, bonsoir. Salut.